Qu'est-ce qui peut se dire ou pas La modération, c'est un bon sujet. sur les réseaux sociaux? La question peut paraître bateau, mais en réalité, elle a des conséquences très concrètes sur notre expérience en ligne. Vous l'avez peut-être remarqué, mais vous n'êtes pas autorisé à dire les mêmes choses selon que vous traînez sur Instagram, sur X ou sur TikTok. Chaque plateforme Ou sur le chat de Jean Massier, par exemple. a ses propres règles de modération qui se Daniela vient de lancer. Ok, bah on l'arrêtera après cette vidéo, c'est bon. base sur la philosophie même du réseau social. X peut par exemple être un espace de liberté d'expression. La modération y est bien plus permissive que sur les autres plateformes. Mais une modération laxive... Après, franchement, et moi j'étais sceptique sur les notes. Vous voyez l'outil note là sur X, où tu peux rajouter des notes à quelqu'un qui dit une connerie. Moi je me suis dit, en fait c'est un outil qui est dangereux parce que vu que c'est un outil d'influence, tu peux faire un raid massif et mettre une note qui dit quelque chose de faux. Donc ça peut devenir, la note en elle-même peut devenir un outil pour dire quelque chose de faux. Mais en fait, les gens, ça marche plutôt bien. Hein. C'est arrivé, oui. C'était arrivé à Sandrine Rousseau. Mais les gens, c'était plutôt bien. Hein. Ça marche plutôt bien pour le moment. Dans les notes, c'est la guerre. Ah ouais, à ce point-là? Parce que je vous jure que ça va. Hein. C'est quand même de la merde, c'est éclaté. Bah en fait, 80% des notes que je vois sur X, elles sont correctes. Genre... c'est du débunkage correct un peu, genre. Les posts de Rima Hassan, c'était la guerre. Ah ouais, ça j'imagine, oui. Oui. peut poser problème parce que sans modération, Internet risque de favoriser la haine en ligne ou de propager des fake news. A l'inverse, Instagram a choisi une modération plus Après, il n'y a pas besoin d'avoir X pour ça, hein. Il y a déjà les médias pour le faire. stricte pour préserver l'expérience utilisateur. Mais ce choix est aussi critiqué parce que la modération d'Insta semble parfois trop sévère ou injuste. Ces dernières années, Meta a été accusé à plusieurs reprises de censure de contenu politiquement sensible. Finalement, où placer le curseur de la modération pour qu'Internet ne devienne pas un espace de non-droit tout en préservant la liberté d'expression? Surtout en ce moment, quand l'actualité... Putain, ça me rappelle... Vous vous rappelez de cette dame-là, durant la réforme des retraites, qui avait écrit sur Facebook « Va te faire enculer Macron » ou un truc comme ça, « Macron enculé ». Et les flics étaient débarqués chez elle pour la foutre en garde à vue. Non mais ça, c'est terrifiant, ça. Et politique et géopolitique est si intense. Le travail de modération sur les réseaux est titanesque et il implique aussi des questions d'ordre pratique. Comment modérer efficacement la quantité de contenu posté chaque jour? Est-ce que l'automatisation de la modération ne risque pas de censurer des contenus qui avaient leur place sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on va parler de modération en ligne et vous allez voir que les différentes plateformes ne manquent pas de contradictions sur ce sujet. Avant de continuer, je voudrais vous parler du partenaire de cette vidéo. Ah oui, Audible? Elle a eu un truc avec Audible? 18 heures de lecture. D'ailleurs, on peut accélérer ou ralentir. Non, c'est pas Audible, ça. Non, en vrai, si elle a un partenariat Audible, c'est stylé. Audible, c'est bien. Après, Audible, je trouve que c'est... En fait, c'est bien. Mais c'est de la merde, parce qu'il y a que des bouquins de merde. En fait, il y a que des trucs de merde sur Audible. Hein. Moi, à chaque fois que je cherche un livre audio de gauchiste, je le trouve pas. Oui, bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, mais il y a rien. En fait, sur Audible, il y a rien. L'autre jour, j'ai cherché les livres audio de Gramsci, il y avait rien. Sabine 90, vous pouvez bénéficier de 90 jours gratuits. Ça vous donne Surtout, il n'y a pas de porn. Tu peux le trouver gratuitement, tu veux du porn audio, il y en a plein. Largement le temps de tester la lecture de soi. Merci encore oui, c'est sur YouTube, les vrais audiobooks, bien sûr. Bookbeat de sponsoriser cette vidéo. Concrètement, qu'est-ce qui est modéré sur les réseaux sociaux? Ça ne vous aura pas échappé, les plateformes censurent les contenus à caractère sexuel, comme certains... Prends une liseuse et prends-la avec option livre audio, ça te lira tous tes bouquins. Mais ça marche bien ou pas, ça? C'est-à-dire, est-ce que ça lit vraiment? Est-ce que la voix, là, elle te fait vraiment une syntaxe correcte? Ou alors, est-ce que c'est vraiment un truc de robot? Franchement, ça va? Ah ouais? Moi, j'ai l'impression que si c'est pas un être humain qui lit le texte, c'est bizarre un peu. Faut aimer les voix de bot. Bah ouais, en fait, le problème, c'est que si tu mets pas un peu d'émotion dans certaines syntaxes, tu t'arrives pas à suivre, en fait. T'arrives pas à suivre.
certaines parties du corps ou certains actes. Pas le droit non plus aux contenus qui font référence à des actes de violence envers les autres ou envers soi-même. En théorie, les contenus propageant de la désinformation sont également supprimés ou restreints. Et enfin, Meta et TikTok modèrent toute allusion à des organisations violentes. Pour ce faire, Meta s'appuie sur la classification des organisations criminelles et terroristes telles que définies par les États-Unis. Sont supprimés alors tous les contenus qui participent à la glorification ou au soutien de ces organisations. Sur les différents sujets que je viens d'évoquer, Instagram ne tolère même pas les traits d'humour, notamment le sarcasme. Sachant qu'une quantité astronomique de contenus sont postés chaque jour, comment la modération arrive-t-elle à suivre? Les contenus sont d'abord triés automatiquement. Chez Meta, c'est entre 94 et 98% des décisions de modération qui sont prises par des machines. Oui, ça c'est logique. Cette partie automatique, elle est par exemple capable de bloquer certains hashtags. C'est ce qu'a fait Meta après le 7 octobre. Chez TikTok, la modération automatique serait en mesure de détecter et bloquer certains extraits vidéo, même quand ils sont remixés. Après, ça bloquait certains hashtags, notamment les hashtags pro-palestiniens, hein, de souvenirs sur Meta. La modération des plateformes passe aussi par l'action de ses utilisateurs et utilisatrices. Quand on signale des contenus qui nous paraissent dérangeants sur l'application, on aide à détecter ce qui a sa place ou pas sur les réseaux. Ces signalements sont ensuite étudiés par les fameux modérateurs, qui constituent le dernier pilier de la modération sur les réseaux, la modération manuelle. Vous vous souvenez, on en avait entendu parler lorsqu'Arte avait sorti ce documentaire sur les conditions de travail des modérateurs. Les modérateurs sont chargés de visionner... Oui. D'un coup, tout le monde s'est mis à dire que c'était le pire métier du monde. Ça m'a fait un peu rigoler. En vrai, c'est vrai, hein. Ils avaient l'air de déprimer. Mais le fait que tout le monde se mette à dire « Oh là là, modérateur, vraiment, c'est le métier, tu as envie de te suicider. » Oui, bon, il y a pire quand même. Il y a pire, mais je peux comprendre que psychologiquement, voilà quoi. Quotidiennement des images violentes signalées par les algorithmes ou les utilisateurs. C'est TikTok qui a le plus grand nombre de modérateurs, avec un modo pour 22 000 utilisateurs. X affiche un modo pour 120 000 utilisateurs. Et loin derrière, on a Meta avec un modo pour 240 000 utilisateurs. Alors, il se passe quoi si un contenu doit être modéré? Chaque plateforme a son propre fonctionnement, mais globalement, la modération a un impact à la fois sur le contenu et sur le compte qui a publié ce contenu. Dépendant de la violence des images, le contenu peut être simple. Quand tu vois du gore, du porn infantile en tant que modo, je comprends que les gens ont pensé de Arte. Que les gens ont pensé de Arte. Oui, non, mais je comprends, t'inquiète, oui, mais... Je sais pas, moi, regardez, moi, à un moment, j'ai eu une belle-mère, c'était une infirmière libérale, désolé. Bon, après, elle gagnait plutôt bien sa vie, mais elle soignait des escarres et elle voyait des bébés mourir dans ses bras, donc bon... Vraiment restreint. On peut toujours... Il y a aussi des métiers pas ouf, quoi. Accéder à la vidéo, mais elle n'est plus proposée dans la page d'accueil. Et surtout, un message d'avertissement s'affiche, attention, contenu sensible. Si les images sont trop violentes et ne respectent pas les fameuses règles communautaires de la plateforme, alors le contenu est tout simplement supprimé. Si le compte persiste et publie d'autres contenus qui ne respectent pas ces règles communautaires, alors il se risque à ce qu'on appelle dans le milieu un shadow ban. Ces publications ne seront plus poussées par l'algorithme et le compte verra son audience chuter pendant un certain temps. Dans les cas les plus extrêmes, les plateformes se réservent le droit de suspendre temporairement ou définitivement le compte. Tout ça semble être une mécanique bien huilée. Et pourtant, il y a un vrai sujet quant à l'efficacité et la réactivité de cette modération. Et le débat ne date pas d'hier. Puis bon, le gore et le pédo, normalement les algos le filtrent avant les modos? Bah non. Bah non. Vous vous rappelez pas de toute la polémique sur YouTube avec les vidéos où c'est des dessins animés pour enfants mais qui parlent de se piquer, de manger du caca, de machin? Comment tu détectes ça en fait? C'est pas juste de l'image en fait, c'est tout un imaginaire, c'est un discours aussi, enfin c'est... Il y a plein de manières de... Bref. Parce que plusieurs événements tragiques nous ont rappelé que les plateformes étaient dépassées quant à la haine en ligne. Rappelez-vous, en 2019, un terroriste avait filmé et diffusé en direct sur Facebook son attaque des mosquées néo-zélandaises. Le live était resté en ligne pendant 17 longues minutes avant d'être bloqué par la plateforme. Ça avait lancé le débat plus que nécessaire. Il y a eu plein de trucs comme ça. Mais à chaque fois, par exemple, qu'il y a un attentat, mais les images, on les trouve partout sur Twitter, par exemple, aussi. Moi, je me rappelle, hein, l'attentat en POV du gars qui est entré dans un magasin pour tuer tous les noirs. Je m'en rappelle très très bien de ces images. Ça m'avait choqué, mais genre c'est... Bien sûr qu'elles restent. Elles sont restées 2 jours. Hein. Elles sont pas restées... Sert sur la modération. Twitter, c'est devenu pire. Ouais. Ouais, c'est devenu pire, ouais. En ligne. Plus récemment, malgré les efforts des plateformes depuis le 7 octobre, et on va en reparler... Après, moi, je suis désolé, j'ai toujours un avis. Ou quand une plateforme comme ça devient un peu pire, où c'est le bordel et tout ça, il y a toujours des gens dont ce bordel bénéficie.
entre guillemets, force à mes travailleuses du sexe en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Mes nudes dans la bio. Bah oui, mais bon, les gens, je vous jure que bon, voilà quoi, des fois quand internet c'est le bordel, c'est aussi une économie ce bordel là donc. Les signalements pour propos antisémites et racistes ont explosé. Les assauts de lutte contre la haine en ligne alertent sur le manque d'efficacité de la modération. Beaucoup de gens s'inquiètent aussi du tournant que prend la plateforme X depuis son rachat par Elon Musk, très attaché à sa vision de la liberté d'expression. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le milliardaire prend le contre-pied de la politique de modération des autres plateformes. On s'en souvient, l'une des premières mesures d'Elon Musk avait été de virer un grand nombre d'employés. Eh bien, il s'avère que beaucoup de ces employés étaient en charge de la modération et de la sécurité de la plateforme. Oui. En parallèle, le PDG a pris la décision de rétablir plusieurs milliers de comptes bannis de la plateforme, renforçant encore l'ambiance chaotique. Pourquoi il a un lavabo? Je sais pas, parce qu'il se met encore en scène, genre il fait des trucs. Les gens, et Elon Musk, tout est une mise en scène. Hein. Moi, ça m'énerve. Hein. Même les gens qui sont en mode « Oh là là, il a créé SpaceX, c'est incroyable !» Non, il a racheté SpaceX. Quoi. Et quand il se met en scène derrière ses employés à regarder ce qu'ils font sur un ordi, c'est la seule fois de sa vie où il l'a fait. Hein. Les gens, vous êtes délus. Hein. Du réseau. Et puis la dernière, c'est celle-ci. Elon Musk autorise officiellement les contenus pornographiques et violents sur le réseau social. Même si en vrai, le contenu X sur X, il faut suivre, était déjà largement toléré. L'annonce n'a pas manqué de faire bondir les responsables politiques français, qui voient ça comme une provocation. Et pour cause, l'Union européenne avait récemment pris des dispositions pour renforcer la modération sur Internet. L'été dernier, l'UE a mis en place une nouvelle législation s'adressant aux grosses plateformes, la Digital Services Act. Le but de la DSA, c'est de lutter contre le cyberharcèlement, la diffusion de contenus illicites et la désinformation en ligne. Ok. Psyodélique. Depuis, TikTok, Meta et X, mais aussi d'autres sites comme Amazon ou Alibaba, doivent publier régulièrement un rapport de transparence quant aux moyens qu'ils accordent à la modération sur leur plateforme. C'est d'ailleurs de ces rapports que viennent les chiffres de la modération dont je vous parle. Dans le cadre de la DSA, l'UE a donc lancé une enquête fin 2023 contre le réseau social X. Pas sûr que ce soit au goût d'Elon Musk, ceci dit, qui a déjà poursuivi en justice une organisation de lutte contre la haine en ligne parce qu'il estimait qu'elle s'acharnait injustement contre sa plateforme. Cette plainte a été finalement rejetée par la justice américaine. En France, juré même en 2012, tu pouvais trouver du... Oui. Ah oui. La nouvelle législation européenne n'est pas accueillie avec l'enthousiasme qu'on pourrait croire. Faut dire que l'été dernier, la période politique était intense. C'était l'époque de la grande mobilisation sociale en soutien au jeune Nahel Merzouk, tué par un policier lors d'un contrôle routier. Les sphères militantes craignent alors que cette nouvelle législation empêche de s'exprimer librement sur le sujet sur Internet. L'inquiétude naît d'un passage sur France Info de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur et invité pour parler de la mise en place de la DSA. Dans son interview, il estime que les pouvoirs publics devraient faire pression sur les réseaux pour supprimer les contenus relatifs à la mobilisation qu'il considère violente. À partir du... Waouh, mais oui, bon... Oui. Le 25 août, donc la loi européenne va s'appliquer. Vous voyez à quel point c'est dangereux en fait. Enfin c'est ça, moi c'est mon rapport à Internet, il est compliqué. C'est qu'Internet c'est la jungle. Tu vas sur Internet, tu montes ta tête, tu peux te faire harceler. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Ok, c'est la jungle. C'est dur. C'est dur pour certains, c'est dur pour des meufs, pour des LGBT, pour des noirs, des arabes, mais même pour des blancs, même je sais pas, mais bref. C'est dur pour tout le monde, mais désolé, mais... Dès qu'il y a un outil de modération, ça peut être utilisé contre des luttes de gauche, en fait. Ça pue, hein. À ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. C'est déjà que la télé s'est foutue, si Internet est le suivant, c'est cata. Non, les gens, il y aura toujours des moyens de contourner. Les gens sont créatifs sur Internet, il y aura toujours des façons de contourner. Mais après, c'est sûr que la centralisation des plateformes rend ça plus compliqué, mais oui. Ces propos mettent en fait le doigt sur le problème que pose le durcissement de la modération en ligne. Est-ce qu'en modérant des contenus qui appellent à la révolte, on ne risque pas d'empêcher la population de parler d'injustice et d'oppression? Est-ce que la modération ne risque pas d'empêcher les gens de parler de politique? Où se trouve finalement la limite entre modération et censure? En décembre 2023, Human Rights Watch dénonce la censure systématique de contenus pro-palestiniens Voilà, ça je m'en souviens. sur Instagram et Facebook, y compris lorsqu'il s'agit de contenus pacifiques et abordant la question des droits humains.
Selon l'ONG, c'est la faute à une utilisation excessive de la modération automatique de Meta, qui considère ces contenus comme explicites, violents ou faisant référence à des organisations criminelles. Dans un tiers des contenus censurés étudiés par l'ONG, les comptes ne pouvaient pas contester la modération de leur contenu à cause d'un dysfonctionnement technique. Aucun moyen d'expliquer à la plateforme que leur contenu avait sa place sur les réseaux. Cette modération excessive pose de graves problèmes de justice et d'impartialité. L'ONG avait déjà alerté sur cette censure en 2021, dénonçant le fait que Meta réduisait au silence beaucoup de personnes arbitrairement et sans explication. Même conclusion pour une autre enquête mandatée par Meta la même année. La modération semble avoir eu un impact négatif sur... Putain, ça me rappelle quand j'ai fait ma transition. Quand j'ai fait ma transition, j'ai voulu recréer un compte Facebook avec mon nouveau prénom et tout ça. Pendant 2 ans, j'avais plus Facebook parce que Facebook, il considérait que j'usurpais ma propre identité. Et je leur envoyais plein de messages et je leur expliquais, je leur disais, mais non, en fait, c'est moi. C'est juste que j'ai transitionné. Genre, croyez-moi, genre, et du coup, je leur envoyais même plusieurs photos pour leur montrer les changements physiques, pour qu'ils comprennent un peu. Mais non, mais les gens, ça a mis 2 ans. Hein, oui, 2 ans, c'est long. Bah ouais, j'avais plus Facebook pendant ce temps-là. Les droits de l'homme des utilisateurs palestiniens. Faudrait-il faire des exceptions de modération quand il s'agit d'informer sur un conflit violent? C'est pourtant bien ce qu'avait fait Meta en 2022 lors de l'invasion russe en Ukraine, comme le souligne Mediapart. L'entreprise déclarait alors autoriser temporairement les formes d'expression politique telles que les discours violents. Human Rights Watch appelle donc Meta à s'assurer d'une modération équitable et non discriminatoire. C'est là tout le paradoxe des réseaux sociaux, selon Amnesty International, qui a également alerté sur le problème. À la fois, les réseaux sont des démultiplicateurs de haine, mais ils peuvent également procéder à une modération excessive. Meta a décidé de prendre une décision radicale cette année, celle de ne plus mettre en avant de contenu politique sur Instagram. Dorénavant, l'algorithme ne proposera plus dans la page d'accueil de contenu politique de comptes dont nous ne sommes pas abonnés. On ne pourra plus reprocher à Insta d'amplifier les discours de... Putain, attendez, je suis en train de me... J'ai un truc dans ma tête. Les gens, et s'il y a des jeunes trans... Il y a des jeunes trans qui commencent leur transition dans le chat et que vous avez un iPhone ou un smartphone qui utilise la reconnaissance faciale. Franchement, faites une expérience. Faites une expérience pour moi. Prenez une photo de votre tête, sachant que vous commencez les hormones et tout ça, là. Et il faut que cette photo de votre tête, ça soit la base pour vous reconnaître. Et ensuite, au bout de combien de temps, votre téléphone vous donne plus accès? Ça, c'est vraiment la question. C'est que votre transition, elle est quand même bien avancée. En fait, c'est un peu un... Je me demande à quel moment, à quel jour, quel moment ça a pas marché. Comment ça? Pourquoi ça a pas marché? Le téléphone s'adapte. Ah ouais? Petit à petit. Putain, ils sont trop forts. Hein. Moi, j'ai cru que ça marcherait. Contenu politique sur Instagram. Ah oui, je pense qu'une FFS, par contre, oui. Ah, il faudrait tester pour les FFS, ça. Avec les FFS, je pense que oui. Moi, j'ai pas testé, mais... Dorénavant, l'algorithme ne proposera plus dans la page d'accueil de contenu politique de comptes dont nous ne sommes pas abonnés. On ne pourra plus reprocher à Insta d'amplifier les discours de haine, de propager... FFS, c'est chirurgie de féminisation faciale. C'est quand tu passes au bistouri pour modifier ton nez, ton menton, tes yeux, enfin voilà. De la désinformation politique ou encore de procéder à une modération discriminatoire. Mais ce n'est pas pour ça que Meta a pris cette décision, à en croire Mark Zuckerberg, qui déclare dans un communiqué « Un des principaux retours que nous recevons actuellement de notre communauté est que les gens ne veulent pas que la politique et les conflits prennent le dessus sur leur expérience de nos services. Reste à déterminer ce qui est considéré ou pas comme du contenu politique. Et là-dessus, Meta entretient volontairement le flou. Seraient considérés comme contenu politique les contenus faisant référence aux élections prochaines aux États-Unis, mais ça pourrait également englober les contenus politiquement sensibles dépendant des avancées sociétales. Dans les deux cas, l'expression laisse libre à l'interprétation. En théorie, elle pourrait donc permettre à Meta... Bah oui, par exemple, un truc qui est précis, c'est l'usage du mot PD. Alors, moi je le redis là, mais normalement sur Twitch c'est interdit de dire PD. Mais en fait, ça ne s'adapte pas aux évolutions sociales et du fait que le terme est réapproprié, par exemple. Bref. De censurer unilatéralement certains contenus sans avoir à se justifier. Est-ce que cette annonce signifie vraiment la fin des sujets politiques sur Insta? En tout cas, c'est sûr qu'elle n'encourage pas à prendre la parole. La perspective du shadowban et le flou concernant les règles exactes de la modération
font qu'une partie des utilisateurs s'autocensurent quant au sujet qu'ils abordent, ou bien évitent certains termes pour ne pas froisser la modération. Le durcissement des règles de modération a surtout transformé la façon dont les gens parlent de sujets sensibles sur Internet. L'actualité récente a montré que les réseaux sociaux préfèrent les propos et les images consensuelles plutôt que des témoignages et des clichés violents. Cette image a par exemple fait son apparition sur Instagram en soutien aux Gazaouis suite au bombardement israélien sur Attendez, et cette image s'est fait ban, genre? Pourtant, il n'y a rien, genre. un camp de réfugiés à Rafah le 28 mai dernier. C'est une image d'intelligence artificielle sur laquelle on voit des milliers de ce qui semble être des tentes de réfugiés. Ok. Au centre, les tentes forment ce titre « All eyes on Rafah », tous les yeux sur Rafah. L'image est repartagée des dizaines de millions de fois et devient le symbole du soutien pro-palestinien. Pareil pour le N-word, beaucoup d'Afro-Américains disent ninja. Incroyable, je connaissais pas moi cette méta. L'image est repartagée des dizaines Ninja. de millions de fois et devient le symbole du soutien pro-palestinien sur Internet. Mais rapidement, les activistes dénoncent l'utilisation de cette image. Premier problème, elle n'illustre pas du tout Gaza. Elle ne correspond ni au camp de réfugiés à Rafah, ni même au relief gazaoui. Oui, mais du coup au moins elle passe outre le truc de modération peut-être, oui. Puisqu'on peut voir On la comprend l'image, oui, bah il y a des montagnes, oui, on est au Népal quoi, c'est pas logique mais bon. sur l'image des montagnes enneigées. Mais surtout, cette image est très loin de la violence des images réelles qui nous parviennent de Gaza. L'avantage de ce type d'image consensuelle, c'est qu'elle respecte les règles communautaires de modération. Et c'est normal, ce type d'image ne témoigne en rien de ce qui se passe vraiment et n'informe en rien sur les moyens à notre disposition pour soutenir les victimes. Elle n'est pas censurée parce qu'elle ne signifie rien de politiquement sensible. C'est ce qui se passe aussi à travers l'utilisation des emojis sur Internet. Pour contourner la censure qui s'applique sur certains termes sensibles, les internautes se sont habitués à modifier l'orthographe de ces termes ou bien carrément à les remplacer par des emojis. Oui. L'emoji pastèque remplace donc le mot Palestine Oui. dans la plupart des contenus sur les réseaux. On connaissait déjà d'ailleurs cet emoji. Mais c'est pour ça, on pourra toujours, il y aura toujours du contournement, moi je trouve ça bien. Et c'est pour ça, genre il y aura pas de censure à proprement parler, il y aura toujours des moyens de contourner. Pour parler d'un autre sujet sensible, Et en France le dog whistle arbre pour dire arabe. Oui, bon, oui. Il n'y a pas non plus grand monde qui l'utilise, mais... le viol et les violences sexuelles. Comme pour l'image IA de Rafah, Ah, ça, je savais pas. Le point comme ça veut dire ça. parler d'un autre sujet sensible, le viol et les violences sexuelles. Comme D'accord, je savais pas. pour l'image IA de Rafah, c'est vrai que l'utilisation des emojis a tendance à dédramatiser le sujet dont on parle. Et c'est difficile de mener des luttes quand on ne peut même pas nommer ce dont on est Violet. Ah bah oui, je suis bête. victime. En fait, la modération C'est un raisin, le point violet. sur les réseaux favorise un type d'activisme assez dépolitisé, que certains appellent le Black Square Activism, l'activisme du carré Il y a une meuf du RN qui a posé en train de couper un arbre. Ah ouais. Ah oui. noir. Le terme fait référence à une mobilisation qui a eu lieu en 2020 pour protester contre le racisme et les violences policières, suite à plusieurs meurtres aux États-Unis. La mobilisation concernait à l'origine l'industrie musicale, mais sur Internet, les gens étaient invités à poster un carré noir sur leur réseau en signe de soutien. On a vite reproché aux personnes participant à cette traîne de faire de l'activisme performatif et flemmard. Certes, ça ne coûte rien de publier un carré noir sur ces réseaux, mais ça ne fait pas vraiment avancer le combat. Le Black Square Activism correspond finalement à toutes ces mobilisations 2.0 qui sont largement suivies tout en demandant peu d'implication politique. Oui, c'est ça, c'est comme Black Lives Matter un peu. Enfin, bon, bref. Et des mobilisations de ce style, il y en a beaucoup sur les réseaux. Par exemple, Mais c'est mieux que rien, c'est bon à prendre. En fait, c'est bon à prendre, à part quand ça devient ridicule, comme se couper une mèche de cheveux pour les femmes en Iran, quoi. Vraiment, genre... à une époque, sur TikTok, on pouvait C'est pas un problème, moi je trouve pas ça... Ça montre que beaucoup plus de gens s'intéressent à ça, moi je trouve ça bien. exprimer son soutien à la Palestine en jouant à un jeu dans lequel il fallait juste déplacer une pastèque. Mais est-ce que ces mobilisations sont si dépolitisées ? Peut-être aussi que c'est une nouvelle forme d'activisme qui se base plus sur Ça a invisibilisé les posts qui disaient vraiment des choses en vrai, pas ouf. Bah désolé, mais dans ce cas-là, il faut travailler sur le format qui disent des choses vraies pour que le format soit intéressant et vu par beaucoup plus de monde. Peut-être que, voilà, faut arrêter de pleurer vis-à-vis de comment fonctionne la concurrence sur les réseaux. Faut peut-être réfléchir à comment on fait pour step up sur les réseaux et être plus vu par les autres, en fait. Enfin, désolé, mais au bout d'un moment, c'est une question de créativité et de concurrence. Bref. Et même pas une concurrence purement économique, capitaliste, hein.
Là, c'est une concurrence aussi en termes de communication, d'art, une concurrence artistique. Comment tu utilises ton médium? Comment tu l'améliores? Enfin, sur les symboles que ce qu'on peut voir dans la rue. C'est vrai que l'utilisation des emojis et des jeux peut paraître futile, mais en réalité, ils ont une histoire politique et n'ont pas été choisis au hasard. La pastèque est, depuis les années 80, le symbole non censuré de la Palestine, bien avant qu'Internet existe. Il était déjà utilisé dans les manifestations pour symboliser le drapeau palestinien qui a les mêmes couleurs et qui, lui, était interdit. L'emoji violet a certes une proximité sonore avec le terme censuré, mais c'est surtout sa couleur qui a une symbolique politique. C'est, depuis des années, la couleur mondialement utilisée pour faire référence à la lutte pour le droit des femmes. Quant au jeu de la pastèque, il n'était pas si dépolitisé puisque les gains générés devaient être reversés à des ONG. En ce qui concerne l'image IA de Rafa, le fait qu'elle soit si consensuelle a permis de saturer les réseaux pendant quelques jours et... Bah oui, et ça correspond à ce moment où d'un coup, plein de gens se sont réveillés pour se mettre à dire que ce qui s'était passé là-bas c'était horrible. Plein de gens dont nous on a été critiques à dire mais qu'est-ce qui leur prend d'un coup à se réveiller alors que ça fait 7 mois que littéralement c'est un massacre. D'un coup ils en parlent. Bah ouais mais désolé mais ça a fonctionné genre JDG bah oui enfin voilà. D'obliger tout le monde à parler de la cause palestinienne, même si c'est de manière superficielle. C'est une forme de mobilisation qui est certes pas suffisante, mais qui est peut-être nécessaire à l'heure où la modération est de plus en plus sévère. Est-ce qu'il faut accepter que les réseaux sociaux restent seulement un espace de divertissement? Est-ce que ce type de mobilisation est voué à disparaître? Je pense que c'est trop tard pour enlever aux réseaux sociaux leur influence politique. Parce que les réseaux ne sont pas seulement le théâtre de grandes mobilisations sociales, comme on a pu le voir dans cette vidéo. Ils sont aussi largement utilisés par les responsables politiques, notamment pendant les campagnes électorales. Après le score de Jordan Bardella aux élections européennes, beaucoup de personnes se sont interrogées sur l'influence qu'avait eu sa présence sur TikTok, et en particulier auprès des jeunes. Le président du RN affiche pas moins de 1,6 million d'abonnés sur le réseau. Dans ses vidéos, qui comptabilisent souvent plusieurs millions de vues, on trouve des... Franchement, je comprends pas comment ça a aussi bien marché, hein. Genre, ils ont manipulé l'algo, c'est pas possible, parce que moi on avait été voir en stream le TikTok, c'était éclaté, hein, il y avait rien, hein. Franchement, c'était juste des petites séquences, mais genre on comprenait la moitié de ce qu'ils disaient. Genre... extraits de débat, Ça a été beauté, c'est documenté, bah ouais. mais aussi des images prises sur le vif. Alors évidemment, une vue n'équivaut pas à une voix, mais ces vidéos participent à construire une image sympathique de sa personne tout en le rendant omniprésent dans l'imaginaire des jeunes. Et ce n'est pas anodin parce que contrairement au passage dans les médias, le temps de parole sur les réseaux n'est pas comptabilisé. Ce n'est d'ailleurs pas le seul responsable politique qui a investi TikTok. Le député LFI Louis Boyard comptabilise lui aussi 1 million d'abonnés sur 1 million! Putain, il gère, hein. la plateforme. Et c'est l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui avait été un des pionniers sur TikTok. Et sa performance sur les réseaux n'était pas passée inaperçue. Excusez-moi. Ouais, vous écoutez quoi comme musique? SNCF remix coupé décalé, c'est énorme. Ok. Ministre des Transports en roue libre. Et puis, le flou sur la formulation de Meta quant au contenu politique est révélateur. Comment distinguer ce qui est politique du pur divertissement? L'idéologie politique imprègne tous les contenus, même ceux qui nous paraissent anodins. C'est littéralement le but de ma chaîne que d'analyser comment les contenus légers sur les réseaux... Oh, les gens, attendez. En vrai, est-ce que ça serait un... Attendez, je suis en train de penser à un concept. C'est un concept un peu éclaté. Mais c'est quand même marrant. Est-ce que vous pensez que faire un micro-trottoir où t'arrêtes les gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils sont en train d'écouter parce qu'ils ont un casque ou des machins, vous pensez que c'est un contenu intéressant? C'est pas très intéressant, je pense. Mais je sais pas. Ça existe déjà? Ah ouais? Ah ouais? En vrai, je sais pas. J'imagine un contenu, ça se fait déjà. Imaginez Ilyes. Il est dans la rue avec un micro, il arrête les gens, et leur dit « t'écoutes quoi? T'écoutes quoi ?» Puis là, le mec, il dit « Ah là, j'écoute un vieil album de Niska et tout ça. » Il dit « Ah ouais, Niska, ah, c'est intéressant, mais moi, je trouve pas ça fou non plus. » Et bah ouais, mais moi, je te conseille d'écouter plutôt ce gars-là. Bon, après, c'est la new gen, c'est la next gen. Les gens, ils sont pas trop d'accord avec ça. Il y a une opposition quand même avec le rap d'anciens. Mais enfin, ça serait incroyable. Ça serait... Et on le verrait juste tenir la jambe à des gens et faire des tunnels. Moi, j'ai trop envie de voir ça.
nous influence. Par exemple, une vidéo de Jordan Bardella qui mange des bonbons. Est-ce que ça, c'est du divertissement ou de la politique? Un haul Shein, est-ce qu'on parle vraiment juste de fringues? La politique imprègne finalement notre culture, nos références populaires, bref, tout notre quotidien. Tout ça pour dire, qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux sont un espace politique. Et le fait que la modération des contenus soit une boîte noire, ça pose question. Ça donne la possibilité aux plateformes de changer les règles du jeu de façon unilatérale. Or, il ne faut pas oublier que ces plateformes restent quand même des entreprises lucratives, dont le but, c'est de faire de l'argent. Et si Mark Zuckerberg estime que les contenus politiques, c'est pas vendeur, on n'a aucun moyen de le faire changer d'avis. Mais si on ne peut pas exprimer les injustices qu'on subit sur les réseaux, où est-ce qu'on pourrait les exprimer? Quel autre espace que les réseaux sociaux peut nous permettre de prendre la parole directement et de toucher autant de monde? À une époque où un tiers de la population s'informe via les réseaux sociaux, est-ce que un tiers? C'est pas assez, c'est pas assez. Supprimer les contenus politiques, C'est pas encore assez. ne risque pas de priver les gens du droit à l'information. La politique et l'information vont continuer à exister sur les réseaux parce qu'on en a besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que cette modération transforme l'activisme, l'oblige à être plus divertissant, plus consensuel et plus digeste. Et c'est sûr que ça pose problème quand on parle de sujets dramatiques, urgents et qui demandent de la gravité. Bref, c'est quoi la solution pour que les réseaux ne soient pas un démultiplicateur de haine tout en permettant la liberté d'expression? C'est quoi le bon équilibre entre modération et censure? Pour l'instant, la réponse est donc encore au tâtonnement de la part des réseaux et des responsables politiques. Peut-être que la première étape, c'est d'admettre le rôle politique qu'ont les réseaux sociaux. Voilà, c'est là-dessus que je vais... Bon bah oui, c'était sympa, petite vidéo là-dessus. C'était sympa, sympatoche, oui. Ok. Bon,